On se retrouve avec Docteur Zoé pour parler de l'AME, de l'aide médicale d'État, parce qu'on entend beaucoup de trucs actuellement là-dessus. On sent qu'il y a une offensive réactionnaire contre l'aide médicale d'État, parce que voilà, c'est quand même grave de soigner des gens qui n'auraient pas de papier, qui seraient étrangers, qui seraient un peu colorés ou je ne sais quoi. Et donc on entend tout et n'importe quoi, et on voulait débriefer tout ça avec Zoé. Zoé, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut Zoé, salut. On va, on va parler de quoi aujourd'hui à Paduring? Vas-y, dis-nous tout. Eh ben, on va parler de l'AME parce que Barnier, notre super nouveau Premier ministre, nous a expliqué qu'au fond, l'AME, c'était pas un sujet tabou pour lui. Alors, on sait ce que ça veut dire en général là-dessus. Avoir du courage, c'est pas un sujet tabou. C'est souvent pour nous foutre des douilles réactionnaires. Et donc voilà. Bah, on peut même se regarder, si tu veux, le petit extrait de Barnier pour débuter, pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, Barnier, il a déclaré qu'il ne considérait pas la suppression de l'aide médicale d'État comme un tabou. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. Et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois, quand il commence à prendre exemple sur les voisins, c'est que pour les mesures réactionnaires. Tu sais, l'Espagne qui est un peu plus progressiste que nous, et il n'y a jamais l'exemple de l'Espagne. C'est que dès que tu as un pays un peu racelard, ils sont là, bah regardez, les autres aussi le font, comme si c'était un argument en soi, alors que c'est pas un argument. Tu peux avoir tes voisins qui font de la merde ou faire des trucs bien. Enfin, c'est pas le fait que ce soit tes voisins qui font que c'est bien en soi, quoi. Vas-y, on se continue ça jusqu'à la fin, et puis après, Un tu exemple, réagis. supprimer l'aide médicale d'État, c'était une question qui était en débat. C'est un tabou, c'est un totem? Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou ni de totem, comme vous dites. Il y a simplement le souci de traiter cette question avec fermeté et avec humanité. Je voudrais aussi m'attaquer à un sujet qui coûte beaucoup d'argent, qui est celui de la fraude fiscale, bien sûr, mais aussi on va faire. J'imagine qu'il nous disait de la fraude sociale. C'est marrant parce qu'il dit: «Je voudrais aussi m'attaquer», donc il y a eu un petit, lapsus, révélateur quand même. Il veut s'attaquer à l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que tu en penses toi, Zoé, de tout ça? Alors, ça va être très intéressant de parler de l'aide médicale d'État avec vous. Déjà pour vous expliquer ce que c'est, parce qu'on raconte énormément de conneries dessus, mais quand on dit énormément, c'est genre vraiment, là on est sur des niveaux de gros mensonges en fait. Mais surtout, c'est pas du tout anodin, la raison pour laquelle là, ils commencent à parler de s'attaquer à l'aide médicale d'État. Ils ont déjà tenté avec la loi Asile-Immigration en décembre 2023 et en fait, ils vont s'attaquer à tout un tas d'autres trucs dans la santé. Là, ils prévoient de s'attaquer aussi aux affections longue durée, c'est-à-dire ces maladies chroniques qui sont prises en charge à 100 par la sécurité sociale. Ils prévoient de s'attaquer aux arrêts de travail. Bref, en gros, ils ont envie de s'attaquer au système, de solidarité, qu'on a mis en place en France, en 45 avec la sécurité sociale, qui nous a permis d'avoir le meilleur système de soins au monde jusqu'à la fin des années 90 et que bien sûr les droitards détestent parce que ça veut dire qu'on met de l'argent en commun en dehors du marché pour se payer des soins pour nous tous et pour tout le monde. Ils ont envie de s'attaquer à ça. Ils ont surtout pas envie, qu'on, commence à se demander comment ça se fait que la fortune des 500 plus grandes fortunes françaises, a pris des centaines de milliards d'euros en quelques années, alors que, la qualité des soins se dégrade, alors que tous les services publics se dégradent, alors que les gens peuvent plus payer leurs factures d'électricité. En fait, ils ont C'est vraiment fois 3 besoin je qu'on crois, aille. hein, en 10 Ouais, ans c'est genre, ça. ouais. C'est ça, fois 3. Et donc eux, ils ont besoin que, les gens d'en bas, comme dirait, Michel Barnier, hein, c'est toujours précis, hein, les mecs qui parlent, du peuple de France, en utilisant ce type de mots. «Les gens qui ne sont rien», avait dit Emmanuel Macron. Ils ont besoin qu'on regarde dans l'assiette vide de notre voisin qui est plus dans la merde que nous, plutôt que se retourner et regarder l'assiette bien pleine du tout petit, petit, petit nombre qui a un intérêt à flinguer, tout le système de soins et qui surtout se remplit l'assiette en nous piquant notre thune à nous, hein. C'est ça quand même la réalité. Et donc l'attaque à l'aide médicale d'État, elle sert à ça, elle sert de pare-feu. On va venir, stimuler un petit peu la xénophobie, le racisme qui est bien latent dans la société et je vais vous expliquer pourquoi, s'attaquer à ça, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on va parler des principes de base parce que Michel Barnier, il utilise le mot de tabou. En fait, il s'est trompé, ça s'appelle principe. C'est-à-dire que le fait qu'on laisse pas crever les gens la gueule ouverte, et qu'on leur, donne des soins, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient,
ça s'appelle des principes, en fait. C'est des principes déontologiques et éthiques qu'on a dans la médecine depuis un truc genre 3000 piges, en fait, hein, à peu près, hein, à vue de nez. Et lui, il appelle ça des tabous. Donc, avec la rhétorique du tabou, on peut tout dire, hein, et après tout et le tabou du travail des enfants, c'est vrai, c'est le tabou du travail des enfants. Moi, j'ai vu ma gamine, elle a 5 ans. Franchement, si tu lui donnes pas à bouffer pendant 2 jours, je pense qu'elle est capable d'être motivée pour, balader des sacs de cailloux d'une petite allez 5-6 kilogrammes, toute la journée, hein. Je pense qu'elle peut le faire. Faudrait qu'on revienne sur ce tabou. Bon bref, je fais cette mini intro pour vous parler comme un peu plus en détail de l'aide médicale d'État et de pourquoi ils ont envie de s'y attaquer. Donc Mais l'aide bon, médicale d'État, c'est ouais, excuse. moi, ce que je trouve précis dans son truc, avant que tu nous expliques un peu ce que c'est l'aide médicale d'État, c'est que ça part déjà d'un constat hyper idéologique. Tu vois, il explique que quand même, c'est devenu de plus en plus insupportable les immigrés. En fait, c'est des trucs où maintenant sur France 2, tu peux avoir un mec qui dit ça et que personne ne le contredit, tu vois. Alors que déjà, si tu pars du principe que c'est insupportable les immigrés en France et qu'en fait, quand même, c'est un très gros problème, bah, évidemment que tu en arrives à des solutions réactionnaires. Et Delahousse, qui est pas non plus le fasciste du siècle, tu vois, il dit rien face à ça, tu vois. Et ça montre quand même qu'il y a eu un switch qu'il n'y avait pas forcément avant. Enfin, c'est les propos les trucs de base acceptés dans la moyenne, on va dire, des éditorialistes et des journalistes aujourd'hui, c'est devenu le constat de l'extrême droite, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, on est vraiment sur une droitisation, complète, en fait, hein, du discours, général et les normies journalistes deviennent des mecs où tu peux dire des énormes dingueries devant eux. Ils sont là: «Oui, c'est vrai, c'est un point de vue, c'est vrai que c'est un peu un tabou», enfin bon, voilà. Donc l'aide médicale d'État, c'est, le moyen qu'on a de rembourser les soins pour les personnes qui sont en situation, irrégulière, étrangers en situation irrégulière, en France. Alors, l'AME, elle a été créée ça a été un switch entre l'année 99 et l'année 2000. Elle a été créée alors c'est pas qu'avant il y avait rien, pour prendre en charge les soins des étrangers en situation irrégulière. C'est qu'avant il y avait un truc qui s'appelait l'aide médicale gratuite, qui couvrait à la fois les personnes couvertes par l'aide médicale d'État aujourd'hui, mais aussi les personnes qui touchent, qui sont bénéficiaires de ce qu'on a appelé pendant longtemps la CMU, qui s'appelle maintenant la C2S. Alors il y a quelques petites complexités, mais en gros, on va dire je vais dire CMU parce que c'est ce que tout le monde comprend. La CMU, c'est la couverture maladie des gens qui sont très précaires, qui ont des faibles revenus et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une complémentaire santé. Parce que je vous rappelle que dans la santé, il y a une part qui est remboursée par l'assurance maladie, la sécurité sociale, et il y a une part qui est remboursée par les complémentaires santé. Ce que les gens appellent les mutuelles. Alors en fait, c'est un peu un abus de langage de dire des mutuelles parce qu'il y a plein de ces complémentaires qui fonctionnent sur le code des assurances privées et pas sur le code des mutuelles. Et d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher, on en reparlera un petit peu plus tard, mais passer au 100% sécu, ça nous ferait économiser à peu près 7 fois ce que nous coûte l'aide médicale d'État par an, hein. Voilà. Donc l'aide médicale gratuite, c'était donc ce package qui prenait à la fois toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer une complémentaire santé, qu'elles soient étrangères ou françaises, qu'elles soient en situation régulière ou non. Et c'est une décision de Pasqua, en fait, en 99, qui a été mise en place ensuite, qui était vraiment de séparer d'un côté la couverture qu'on offre pour les Français et de l'autre la couverture qu'on offre pour les étrangers. Et le Parti socialiste, à l'époque, a entériné cette décision, décision qui avait été prise par Pasqua un peu plus tôt dans les années 90. Et donc ils ont fait, ce que le PS a fait depuis des décennies, c'est-à-dire, abonder dans le sens, de politique de droite. Parce qu'en fait, faire cette séparation, c'était déjà, un enjeu idéologique d'aller pointer du doigt l'immigré, le machin, parce que c'est beaucoup plus pratique pour des gars de droite qui ont envie, de niquer la sécurité sociale, de venir nous dire: «Oui, mais regarde, il y a le gars à côté de toi, est-ce que tu as pas l'impression qu'il profite quand même, hein? Alors que toi, regarde, tu galères et cetera». Alors oui, nous, certes, on profite énormément, mais regarde le mec qui crève la dalle à côté de toi, là, c'est peut-être lui le problème. Et donc c'est, la rhétorique qu'on a, qui s'est amplifiée, depuis, ça c'était il y a 25 ans, hein, qui n'a cessé de s'amplifier. Et donc on est à cette aide médicale d'État. Donc les personnes qui y ont le droit, c'est donc les étrangers en situation irrégulière, sur le pays. Et en fait, c'est pas une couverture, santé qui est aussi bonne que, celle qu'ont, les Français. On va notamment la comparer à la CMU parce que c'est celle dont elle est le plus proche. Déjà, les personnes qui ont l'aide médicale d'État, ils ont pas de carte vitale.
Ils ont pas de carte vitale, ça veut dire qu'ils ont un papier, en fait, avec, leur numéro l'équivalent de numéro de sécu qu'on donne aux personnes, qui touchent l'aide médicale d'État. Et vous, quand vous êtes professionnel de santé, moi, mes patients qui sont bénéficiaires de l'AME, je ne peux pas passer leur carte vitale. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne leur papier, que je fasse une feuille de soins papier comme avant, que je l'envoie. Je suis payée un peu moins vite, etc. Donc, déjà, ça, c'est un frein. Ensuite, pour demander l'aide médicale d'État, en fait, contrairement à ce que racontent les droitards, les gens ne viennent pas en France pour se faire soigner. Il y a eu des études qui ont montré les raisons pour lesquelles les gens immigrent. Alors attention, spoiler, je vais vous dire un truc qui va tous vous ébahir. Mais en fait, parfois les gens arrivent en situation irrégulière dans le pays parce que c'est la merde chez eux. Voilà, je vous le dis, c'est essentiellement pour ça. Et il y a tout un tas de raisons qui font qu'ils choisissent un pays plus que l'autre. Et souvent, c'est beaucoup plus de l'ordre des opportunités d'emploi, du rapprochement familial aussi, bien sûr, de tout ça. Et en fait, les raisons de santé arrivent loin, loin, loin derrière. Souvent, elles sont associées à d'autres, à d'autres raisons qui sont beaucoup plus prégnantes. Et donc, ce fameux truc de l'appel d'air, on va être submergé par des gens venus de pays pauvres parce qu'on leur offre des soins et du coup, ces gros profiteurs, ils vont venir en jouir. En fait, la majorité des gens qui pourraient bénéficier de l'aide médicale d'État connaissent très mal le dispositif et ont du mal à obtenir cette aide médicale d'État parce qu'il y a tout un tas de paperasse à faire. Il faut justifier du fait qu'on est sur le sol depuis au moins 3 mois, sur le sol français. Il faut faire des démarches dans des endroits où, dans certains départements, il y en a qu'un dans le département. Donc, si tu as des difficultés pour te déplacer, etc., c'est compliqué. Et donc, on en arrive au point où, en réalité, il y a près de la moitié des gens qui pourraient bénéficier de l'aide médicale d'État qui n'en bénéficient pas. La majorité, enfin, une immense partie des gens n'ont pas recours à l'aide à laquelle ils ont droit. Et ça, c'est le cas pour l'aide médicale d'État, mais c'est le cas pour la CMU, c'est le cas pour tout un tas d'aides sociales où il y a un taux de non-recours énorme qui est bien plus gros que le taux de fraude, en fait, en réalité. Donc, ça, c'est en gros le package. Et donc, les soins qui sont remboursés par l'aide médicale d'État, c'est pas du tout tous les soins, contrairement à ce qui est raconté par plein de monde, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en gros, l'aide médicale d'État rembourse le tarif sécu plus complémentaire de base. Qui fait que pour plein de soins, je pense notamment aux prothèses dentaires, aux lunettes, etc., les chirurgies et tout ça, dans la majorité des cas, en fait, ce package ne couvre pas du tout la totalité des soins. Pour les patients qui sont à la CMU, dans certains cas, c'est le cas pour les prothèses dentaires, c'est le cas pour les lunettes, va au-delà du tarif sécu. Et donc, ça leur permet plus ou moins d'avoir accès à ces soins-là, plus ou moins. Pour l'aide médicale d'État, ce n'est pas le cas. Et donc, notamment, l'accès aux soins dentaires et aux lunettes, par exemple, est extrêmement compliqué. Et l'accès à tout un tas d'autres soins. En plus, on sait que les gens qui bénéficient de l'aide médicale d'État sont en moyenne des gens qui sont en moins bonne santé, qui ont plus de pathologies chroniques, etc., etc., etc. Et donc, tout ce truc-là fait que, bon, c'est, comment dire, c'est pas du tout la panacée qui nous est racontée comme si, voilà, vraiment, c'était l'opulence, il y avait des gens qui venaient profiter des soins, etc. Mais c'est ce que Je j'avais me entendu permets. dire par Cyril Hanouna, tu sais, et je crois que tu as mis l'extrait, on va pouvoir le regarder tout à l'heure. Mais tu sais, à un moment donné, il dit: «Oui, il y a des mecs qui viennent pour se faire recoller les oreilles en France», mais tu sais, enfin, déjà, je suis pas sûr que que ce soit remboursé. Mais en plus de ça, il y a aucun migrant enfin, qui a comme principale occupation, la volonté de se faire recoller les oreilles. Je veux dire, c'est des mecs qui sont dans la merde, ils font pas de la chirurgie esthétique avec l'AME, tu vois? Ils s'en battent les couilles les gars, ils sont dans la survie, tu vois? Alors, l'autoplastie fait effectivement partie de la liste des soins remboursés au tarif sécu. Et en fait, ces 3 petits mots-là à la fin sont importants. Au tarif sécu, une autoplastie, alors il faudrait revérifier les chiffres, mais je crois que le tarif sécu, c'est autour de 250 euros. Le prix total d'une autoplastie n'est pas du tout celui-là. Entre les dépassements d'honoraires des anesthésistes, des chirurgiens, les surcoûts d'hospitalisation, etc., on est plutôt autour de 1 500-2 000 euros, il me semble. Et donc, ça fait toute cette différence-là qu'il y a à avoir, qu'il faut mettre de sa poche pour pouvoir bénéficier d'une autoplastie. Autoplastie qui fait partie plus largement des opérations de chirurgie esthétique qui sont remboursées, parce qu'on estime qu'il y a un préjudice esthétique et social important, au même titre qu'on peut rembourser, je ne sais pas, des gens qui ont des malformations, entre guillemets. Alors, le mot malformation, enfin, pourquoi il y aurait des gens bien et mal formés? En tout cas, des particularités anatomiques qui se voient beaucoup, qui peuvent être gênantes sur le plan esthétique et donc sur le plan social. Enfin, je veux dire, l'aspect esthétique des gens, c'est pas un petit sujet, hein. Mais en tout cas, sur les autoplasties, donc c'est pas du tout remboursé à 100%. Et vraiment, mais les gars, sortez-nous des chiffres.
Sérieusement? Combien d'autoplasties sont réalisées avec l'aide médicale d'État par an en France? Vraiment, je veux savoir, hein, parce que moi, les gens que j'ai, qui bénéficient de l'aide médicale d'État et que je soigne, ils viennent parce qu'ils ont des diabètes, ils viennent parce qu'ils ont une hépatite C, ils viennent parce qu'ils ont, des troubles psy sévères, liés aux multiples traumatismes qu'ils ont vécus, notamment sur le trajet, de migration, parce qu'on parle de gens, moi je pense particulièrement aux patients que j'ai, qui viennent d'Afrique subsaharienne, et qui, passent, par des filières de migration. La Libye, qui est vraiment un endroit dans lequel les gens sont, extrêmement maltraités, et c'est un euphémisme de le dire en termes de violence, d'esclavage, de violence sexuelle. On est sur des niveaux de violence dont vous n'avez pas idée, qui se sont largement aggravés depuis qu'on est allé y foutre la merde, et des filières, tunisiennes. Je pense que vous avez vu, actuellement, comment ça se passe, comment le gouvernement tunisien, gère une partie des migrants, qui viennent d'Afrique subsaharienne, en littéralement les abandonnant dans le désert sans eau et sans nourriture, hein. C'est ça qui se passe. Donc c'est des gens qui viennent avec, tout ce parcours-là, avec, une histoire de vie particulière, et c'est pour ça qu'ils recourent aux soins. Et je me permets de rappeler, parce qu'ensuite on va argumenter sur le fait que ça coûte pas si cher que ça, sur le fait qu'en fait c'est un pare-feu, et cetera, mais quand même, on ne peut pas laisser les gens crever sans soins. Ce n'est pas correct de faire ça. C'est Encore une fois, moi, le mot tabou m'énerve, parce que là, en fait, on parle de principes éthiques et déontologiques de base. C'est depuis Hippocrate en médecine qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait que nos soins, nous devons les donner à tout le monde. Et, euh, et c'est une application qu'on doit faire de manière extrêmement rigoureuse, parce que c'est la garantie qu'on ne se mette pas à vivre dans un endroit qui est le royaume de l'inhumanité, en fait. Ça fait partie des trucs de base. Je veux dire, on ne viole pas les gosses, d'accord? On ne viole pas les adultes. On ne laisse pas crever les gens comme des merdes alors qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de soins. Ça fait partie des trucs qui sont nécessaires pour qu'on fasse société tous ensemble, en fait. Et le fait qu'on soit à un tel niveau de, de prolifération de l'extrême droite, pour qu'on ait fait sauter ces barrières morales de base, qui sont vraiment les principes humains, encore une fois, les plus élémentaires, je trouve que ça en dit super long sur la situation qu'on vit actuellement en France, et pas que en France, hein, d'ailleurs, dans plein d'autres endroits. Ouais, moi j'ai envie de faire mon philosophe, parce que là t'es trop dans le réel, tu vois, t'es trop dans le pragmatique, et pour un peu un peu m'élever dans les définitions, dans le concept. Non, mais il y a un truc qui revient souvent, c'est de dire, voilà, il faudrait qu'il y ait juste ce dont les gens ont besoin, tu vois. Et il y a cette Ouais. notion de besoin, en fait, qui est très polymorphique, où quand c'est pour eux, les besoins ils sont très larges, et en fait, quand c'est pour les autres, en gros, limite, tu aurais le droit de te faire réanimer, tu vois, si tu fais un arrêt cardiaque ou si tu as un AVC, mais par contre, si tu as une carie, t'as pas le droit de la faire soigner, tu vois. Si tu as une rage de dents, t'as pas le droit de la faire soigner, tu vois. Et cette notion-là, elle est très très idéologique, parce qu'en fait, à travers l'histoire, tu as peut-être des moments dans l'histoire où on se disait, bah en fait, se faire couper un doigt, c'est pas très grave, tu vois, il t'en reste 9, tu peux faire des trucs, tu vois. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, selon l'OMS, la définition de la santé, elle est très large, elle inclut à la fois le bien-être psychique, social, enfin, c'est une définition assez large. Donc la définition du besoin, même actuelle, qui fait consensus, c'est assez large, tu vois. Et je vois pas pourquoi, même des choses qui peuvent paraître un peu plus anecdotiques pour certaines personnes, que ce soit des soins psychiques, par exemple, que ce soit des soins comme dentaires ou des choses comme ça, je vois pas pourquoi est-ce que ces gens-là n'auraient pas le droit à ça, en fait, tu vois. Il y a aucune raison à part le racisme, tu vois. Parfaitement. Et puis alors vraiment, pour penser qu'un soin dentaire, c'est pas nécessaire, enfin ça, c'est des gens qui ont jamais fait une rage de dents de leur vie, en fait, hein. Ah, mais ils vont te On dire, peut ouais, mais une carie qui est pas encore une rage de dents. Bah ouais, mais sauf que si tu la soignes pas, ça va devenir une rage de dents à un moment donné, tu vois. Enfin, Exactement, exactement. Et en fait, dans la santé, parce que leur rhétorique, c'est ça aussi, hein, c'est de dire, en fait, on va remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, où on ne soignera que les gens qui sont en état, d'urgence absolue. Alors, là, c'est le moment où on va parler de chiffres. Le coût de l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard, 1,2 milliard par an. Le budget total de l'assurance maladie, c'est plus de 200 milliards. Donc là, on parle de quelque chose qui représente 0,5%, 0,5% du budget total de l'assurance maladie. Vous imaginez bien que, en fait, enfin, c'est un coût qui est relativement dérisoire, et surtout,
Là, on va plus se placer dans des principes humanistes, etc., de base, parce que ces mecs-là, ça ne leur parle pas. On va parler de chiffres, hein, de comptabilité. On va faire des petites colonnes Excel dans lesquelles on va faire rentrer la vie des gens en n'en ayant rien à foutre de ce de ce qui va devenir de leur bien-être, de leur vie, de la vie de leurs proches, etc. Donc, en colonne Excel, il y a des pays qui ont essayé de virer on va dire, l'accès aux soins précoces pour le remplacer par uniquement un accès aux soins d'urgence. On a des études, hein, là-dessus, c'est notamment l'Espagne qui a essayé de faire ça, etc. La réalité, c'est qu'à la fin, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce qu'en fait, les gens vont s'aggraver et que du coup, une fois qu'ils sont extrêmement graves, comme on n'est pas encore devenus des sociopathes complètement zinzin qui laissent mourir les gens la bouche ouverte sur des trottoirs, mais que quand ils sont en urgence vitale, on les prend en charge, et ben du coup, ça va coûter nettement plus cher parce que ça aurait été plus simple de les soigner. Moi, quelqu'un qui a une hypertension artérielle, c'est beaucoup plus simple que je le vois en consultation tous les 3 mois ou tous les 6 mois et que j'équilibre sa tension avec un traitement antihypertenseur, plutôt que j'attende qu'avec sa tension très élevée, il fasse un accident cardiovasculaire, un AVC ou un infarctus, et que là, il faille le prendre en charge dans l'urgence et en plus, ensuite prendre en charge toutes les complications qu'il y a eu derrière. Là, je vous dis un truc qui semble absolument évident, mais qui apparemment n'est pas compris par 90% des droitards de ce pays. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou d'être aussi con, hein, je suis Il y a désolée, Marie hein. Bellem qui dit dans le chat, même ma grand-mère de droite le sait, vaut mieux prévenir que guérir. Mais voilà, c'est ça. Et là-dessus, je vais vous dire, alors pour ceux qui me connaissent un peu, je suis assez souvent, on va dire, un petit peu à contre-courant on va dire, de l'idéologie dominante dans ma corporation, qui est plutôt une idéologie de droite, libérale, etc. Mais sur l'AME, je vous assure que même les plus gros droitards de médecins vous diront, mais c'est n'importe quoi de vouloir la virer. Parce que c'est sincèrement n'importe quoi. C'est-à-dire que cette décision n'a aucun sens économique, n'a aucun sens sur le plan sanitaire aussi. Alors ça, c'est un argument qui est souvent donné, que j'utilise parfois, encore une fois, mais un peu à contre-cœur, parce que je trouve qu'on ne devrait même pas avoir besoin d'utiliser ces arguments-là, mais l'argument des maladies infectieuses. Des maladies infectieuses, je pense à la tuberculose notamment, je pense aux hépatites, etc., qui sont endémiques dans certains pays, qui le sont moins chez nous. On a de la tuberculose chez nous, mais moins quand même, que dans plein d'autres endroits, notamment en Afrique, notamment en Europe de l'Est, notamment dans la zone du Proche-Orient, etc. Si vous ne soignez pas les gens, ils vont diffuser leur tuberculose. C'est-à-dire que la tuberculose ne regarde pas si vous êtes en situation régulière ou pas pour venir vous infecter. Donc, il y a aussi un enjeu, on va dire, sanitaire à prendre en charge les gens. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu humaniste, mais il y a aussi cet enjeu sanitaire de se dire, bah oui, on va pas laisser des épidémies se diffuser. Et cette bande de gros débiles me répondent à chaque fois, je suis désolée, je ne suis pas polie, mais en fait, à un moment, il faut nommer les choses. Quand on est débile, il faut dire qu'on est débile, à un moment. Euh, Cette bande de gros débiles vont dire, oui, non, mais dans l'aide médicale d'urgence, on mettra aussi la prise en charge des maladies infectieuses. Mais les copains, est-ce que vous avez une idée de comment on fait un diagnostic de tuberculose? Le diagnostic de tuberculose, c'est un diagnostic qui est difficile à faire. Ça peut donner des symptômes qui sont... Enfin, je veux dire, tout le monde a une image de la tuberculose sur la forme pulmonaire, etc. Mais en fait, ça peut donner des atteintes qui sont très variées, qui peuvent mimer plein d'autres trucs, qui sont difficiles à faire. Isoler la bactérie, tester les antibiotiques qui marchent dessus et tout, c'est très complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très complexe. Ça peut prendre des semaines, voire des mois, etc. Et donc, tant que vous n'avez pas fait votre diagnostic, vous ne pouvez pas traiter la tuberculose. Mais comment vous faites votre diagnostic si vous considérez qu'il n'y a que les soins urgents avec des infections euh, dont on a fait le diagnostic, etc., qu'on prend en charge? Votre logique n'a pas de sens. Et tous les médecins, y compris les médecins de droite, savent que votre logique n'a pas de sens. La seule raison pour laquelle on fait ce genre de truc, il y en a deux. La première, c'est exciter le racisme des gens et la xénophobie des gens. Et la deuxième, c'est faire diversion pour ne surtout pas qu'on se rende compte qu'ils ont envie d'assassiner notre système de solidarité qui nous permet de payer les soins pour tous. Voilà. Mm. J'avais lu pas mal d'études sur ça, sur tu sais, le retour, le retour sur investissement. Tu as des études comme ça qui calculent le retour sur investissement d'un euro mis dans la prévention, tu vois, de tel trouble. Et à chaque fois, ça paraît évident, tu vois, mais à chaque fois, tu as des coefficients, mais de zinzin, genre 5 ou Oui, 10 sur du long terme. C'est-à-dire que si tu prends des trucs qui peuvent paraître à des droitards, rien. Tu vois, une petite dépression. Tu te dis, ah ouais, mais on va pas payer de la psychologie à un migrant qui a une petite dépression parce qu'en fait, c'est pas grand-chose, il est triste, machin.
Bah, si en fait à la fin le gars il fait une tentative de suicide, il est hospitalisé pendant 3 mois et parce que là c'est d'urgence du coup, bah, que tu considères que l'urgence, en fait tu l'hospitalises 3 mois, ça coûte je sais pas combien, peut-être 500-800 € la journée, tu vois? Et à la fin le truc te coûte 50 000 balles alors que si tu avais payé, 8 séances de psychologie si ça se trouve au mec, tu t'en sortais pour 500 €, tu vois? Et Exactement. c'est ça avec littéralement toutes les pathologies en fait. Mmh. Donc vraiment, c'est un mais de toute façon, la politique, libérale, du gouvernement est souvent comme ça, à très court terme, parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils ont fait des économies, à court terme pour montrer qu'en fait, ils sont plus forts que les autres et qu'ils ont dégagé de l'argent pour les milliardaires, hein, qui sont très contents qu'ils dégagent de l'argent. Sauf qu'à long terme, c'est de la merde, quoi. C'est exactement ça. Je vois Chocolat en poudre dans le chat qui dit donc supprimer l'AME, c'est indirectement payer de l'argent pour dégrader la santé des personnes en situation irrégulière. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de conneries dans lequel on est, à quel point le racisme a fondu le cerveau de ces gens et leur fait prendre les décisions les plus cons et les plus inhumaines du monde. Ben voilà, on y est. Bravo, Et félicitations. à ce titre-là, il est incroyable, le graphe là, de Ouais, Nicolas da Silva là. Tu vois dépenses de santé 313, fraude fiscale 80, fraude de gestion frais de gestion des complémentaires santé 7,6 et AME 1 milliard quoi. C'est-à-dire c'est un que la délire. fraude fiscale, c'est 80 fois plus grand, mais tout le monde s'en fout, tu vois? Mais par contre C'est un l'AME, délire. qui si tu la supprimes coûtera plus cher, là les mecs ils sont à fond dessus, quoi. C'est ça. Et c'est précis, hein, c'est précis que ces mecs-là préfèrent ça à autre chose. On en reparlera à la fin, mais vraiment, encore une fois, ils ont un agenda politique. Ils sont débiles, mais ils ont aussi un agenda politique profondément malhonnête et très, très peu intéressé. Alors, par, par l'intérêt des personnes en situation irrégulière, évidemment, mais par l'intérêt général, globalement, hein, vraiment. On va peut-être se regarder un peu de Cyril Hanouna qui nous explique que Oh les oui, que les étrangers sont mieux soignés. oh oui, Alors si, regardons ça. Mais moi, je, évidemment. Ouais, tu peux arrêter à 1 minute. Ouais, j'arrête à 1 Hein, minute. tu De toute façon, verras. je coupe toutes les 20 secondes parce que Alors, sinon, je n'ai pas la on va se vie faire ban. moi j'ai pas le son, hein, donc faut que Tu pas le tu son? me dises quand c'est non, D'accord, OK. Et ben, je commente un peu si tu veux, tu commenteras après. Donc du ouais, coup, c'est ça. c'est Europe 1 qui nous dit: «Quand tu, es, 9 mois sur le territoire français de manière illégale, tu as le droit de te faire recoller les oreilles». C'est inadmissible. mais moi, je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter un truc. Mmh. Et un jour, je suis au feu. Il y a un mec qui me reconnaît, on rigole, je lui dis comment ça va, tout ça. Il me dit bah, je travaille tous les jours, tout ça, et je vois il lui manque beaucoup de dents. Je vous jure que c'est vrai. Et il me dit je n'ai même pas, voilà, je travaille toute la journée, je n'ai pas d'argent pour me refaire les dents. Mmh. Voilà. J'adore comment ça commence la vidéo, tu sais? Ouais, je croise un mec, il me dit: «J'ai pas d'argent pour me refaire les dents», mais tu sais, dans la tête d'Hanouna, c'est quoi? Les migrants, ils ont tous l'argent pour se refaire les dents. Il a déjà vu la bouche, de la plupart des migrants qui ont traversé des choses dures dans leur vie, tu vois? Enfin, les mecs, ils ont souvent des problèmes dentaires, tu vois? Genre, ils ont un sourire Colgate, à la George Clooney, des dents parfaites toutes blanches et tout, c'est n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Il me dit c'est le malheur de ma vie. Voilà, je travaille tout le temps, mais c'est vrai que voilà, je suis très complexé, etc. Il serait migrant, ça serait pris en compte. Exactement. Alors j'ai la chance d'avoir un. Je l'ai envoyé chez un Il serait migrant, ça serait pris en compte, enfin, c'est ouf, hein. C'est pote qui lui a refait ses dents. Voilà, non, mais c'est vrai. Voilà, je vous le dis. Mais ça a coûté, voilà, ça coûte une fortune aujourd'hui. Mm. Et il y a plein de Français qui ne peuvent pas, parce que on n'y pense pas, mais même les appareils dentaires, etc. Mais moi, quand vous avez dit Gauthier Lebray, pour se faire recoller les oreilles, mais quand je vous dis qu'on est dans un monde de fous, quand je vous dis qu'on est dans un monde où on marche sur la tête, c'est le nom. On peut peut-être s'arrêter là, mais le mec te dit les appareils dentaires, à quel moment les immigrés en France ils viennent se faire des appareils dentaires gratuits, tu vois? Enfin, je sais pas dans quel monde il vit. Je crois que j'ai jamais vu un type qui avait la ME avoir un appareil dentaire de ma vie, tu vois? Alors que je bosse Mais quand même dans la santé, tout tu vois? est Je une crois que j'en ai jamais dinguerie. vu de ma vie, tu vois? Enfin, Tout est une dinguerie dans cet extrait, même tu vois le côté, parce qu'on vous le passera plus tard, mais Cyril Hanouna, il dit que le plus gros problème de la France, c'est la sécurité sociale, un rappel. Et donc lui, quand il croise un taxi qui a des problèmes de dents et tout, donc en plus, il se fait mousser, il est là: «Ouais, moi j'ai appelé un gars que je connais, du coup» voilà, je vous le dis les pauvres, hein, votre seule perspective avec Cyril Hanouna, pour pouvoir vous refaire les dents, c'est de détester les étrangers et de tomber sur lui par hasard dans un taxi pour qu'il ait la grande mansuétude de vous faire partager son grand carnet d'adresses en grand prince qu'il est sur son cheval blanc.
merci Cyril Hanouna, hein, vraiment, mais quelle horreur de dire des trucs comme ça. Et donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, là, il est en train de vous raconter des énormes conneries, hein. Tout ça, c'est faux, hein. L'accès aux soins dentaires avec l'AME est d'extrêmement mauvaise qualité. Et, comment dire, j'ai toujours un peu ce truc de me dire, apparemment, on est censé s'en réjouir, du coup, wouhou, trop bien, finalement, c'est bon. En fait, les étrangers ont un état dentaire dégueulasse. Rassurez-vous, voilà. Rassurez-vous, les droitards, ils ont mal aux dents et ils ont des dents moches. Est-ce que ça vous va, du coup? Est-ce que tout le monde est content? C'est bon, on peut passer à autre chose. Donc voilà, Cyril Hanouna, le pire gars, hein. Et si tu veux, tu peux mettre, vas-y, mets l'extrait sur la fraude là, parce qu'après, je vais vous sortir les chiffres de la fraude de l'AME. Je pense que vous allez bien rigoler. C'est Cyril Euh, Hanouna sur les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Il n'y a aucun contrôle, ils se font soigner autant qu'ils veulent. Voilà. voilà, tu peux commencer à 0,25 si tu veux. C'est vrai que c'est bien connu qu'il n'y a aucun C'est contrôle une en France, hein. dentiste qui témoigne. Alors, voilà, je vous ai dit que tous les soignants étaient d'accord, alors sauf les dentistes qui écoutent Cyril Hanouna, voilà, je vous le dis. C'est que faut que les gens sachent comment ça fonctionne, les AME. Voilà. Les AME, c'est des patients qui viennent avec un bout de papier. Il n'y a pas de photo. Le bout de papier il peut être déchiré. Le bout de papier, il peut être déchiré. Tu sais, genre, si t'arrives avec un passeport, il est déchiré, la meuf, elle veut pas te prendre, tu sais pas trop pourquoi, tu vois. Si t'as un droit, qu'est-ce qu'on s'en fout que le papier il soit déchiré? Froissé, etc. Et une pièce d'identité qui Ils parfois auraient n'est pu pas le une mettre dans pièce une pochette d'identité française. plastique, hein. Donc, je vous traduis. En fait, on ne sait pas qui on. Non, mais c'est trop ça, la meuf, elle se rend pas compte, tu sais, le gars, il vit dans un centre pour migrants et tout. Son seul bien matériel, c'est un sac à dos, en fait. Et il faudrait qu'il arrive avec une petite pochette et que ça sente bon, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Soigne. On ne sait pas qui on soigne. Le papier peut se passer sur 10-15 personnes. Il n'y a aucun contrôle. Le papier peut se passer sur 10-15 personnes, il n'y a aucun contrôle, mais de toute façon, on s'en fout. Si on peut soigner les migrants, même s'ils se passaient tous le papier, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les mecs, ils ont des problèmes dentaires, tu les soignes et puis basta, tu vois. Enfin, Alors apparemment, la dame trouve qu'il faut soigner les problèmes dentaires des gens qui ont le bon papier, hein, voilà, c'est le c'est le style. Et donc du coup, alors le coût du papier, donc je vous ai expliqué pourquoi, c'est qu'à l'AME, en fait, les gens n'ont pas le droit à une carte vitale, hein. Rappel, hein. Je pense qu'ils préféreraient avoir la carte vitale avec une puce, un truc qui se froisse pas, un truc bah où le oui. le professionnel de santé est payé tout de suite, parce que ça, en plus, c'est vrai qu'il y a des gens, qui, voilà, hein, il y a des gens qui refusent, hein, de prendre les personnes à l'AME parce que comme il faut qu'ils fassent une feuille de soins papier, si jamais ils ont mal recopié le numéro ou machin, ou qu'il y a un problème, ou que l'AME est plus à jour, et ben du coup, ils se feront pas payer, donc ça les fait chier, et cetera. Alors que sur la carte vitale, on peut vérifier tout de suite, on peut envoyer la feuille de soins, électroniquement et tout ça. Donc déjà, il y a ça, mais surtout la dame, elle nous parle de fraude. Alors, il se trouve que quand même le financement de l'AME, c'est quand même très, très, très contrôlé. Il y a des rapports de l'IGAS, réguliers, de l'IGF, et cetera. Je crois que le dernier, il date de 2019, donc si vous voulez, vous pouvez aller consulter, hein, tous ces trucs, combien ça coûte, l'augmentation des dépenses, et cetera. Il y a plutôt un petit peu moins de bénéficiaires entre 2020 et 2021 d'ailleurs, alors c'était peut-être un peu dû au covid aussi. Et donc le nombre de fraudes, donc la CNAM, l'assurance maladie a fait des études. Attention, tenez-vous bien. Donc il y a eu 2 études, une en 2014 et une en 2018. Hop, on fait un tout petit cut, parce qu'on aime bien être précis ici. Je me suis, pendant l'enregistrement, un tout petit peu plantée sur le chiffre, donc je vais donner le chiffre exact ici. Le chiffre de la fraude qui a été calculé, c'est 461 000 €. 461 000 € à l'échelle du budget de la sécurité sociale de plusieurs centaines de milliards, vous vous rendez bien compte que c'est absolument pas grand-chose. 460 000 €, c'est quoi? C'est le prix d'une des bagnoles de Cyril Hanouna. 460 000 €, c'est moins que ce que coûte un seul lit en réanimation sur un an. Voilà, pour vous donner un petit ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est absolument que dalle, en fait. Je vous rappelle que la moitié des gens qui auraient droit à l'aide médicale d'État ne la demandent pas. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point on se fout de votre gueule? Vraiment, hein, je suis désolée de le dire de manière aussi abrupte, mais là, vraiment, sachez que ces gens se foutent de votre gueule. Ils vous prennent pour des cons, mais à un niveau qui est presque de l'irrespect pour la vie humaine, en fait. C'est à ce point-là. Mais tu sais, c'est même Bref, pas qu'ils nous voilà. prennent pour des cons, c'est que je pense vraiment que, étant donné que c'est des gros raslards et tout, je pense qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent, tu vois. Ils sont pas renseignés. Ils s'en foutent en fait. Pour eux, le problème, c'est qu'en fait,
Il y a des gens, c'est un peu des Noirs et des Arabes et ils sont feignants et comme ils sont feignants, il faudrait leur mettre des coups de fouet, arrêter de les soigner, tu vois? C'est un peu ça leur idéologie. C'est pas de savoir si c'est 400 € ou 400 000 € le problème, tu vois? Je pense qu'eux, ils en sont pas là, quoi. Ils en sont pas à sourcer leurs opinions. Ben non, bah, c'est l'extrême droite aussi, hein. C'est un peu leur kiff à l'extrême droite de ne strictement jamais sourcer. Ils t'envoient des sources qu'ils lisent pas. Ils s'en foutent de la réalité, etc. Enfin, vraiment, bref, c'est insupportable. Euh, et donc, tout ça pour dire, parce que là, on a parlé de l'aide médicale d'État, etc. Il faut quand même, encore une fois, comme je l'ai dit au début, comprendre ce qui est en train de se passer là. Cyril Hanouna, c'est un mec, on est sur des gars qui font partie du 0,0001%. Et je pense que ça serait intéressant, là, qu'on vous passe un petit extrait de comment Cyril Hanouna voit la sécurité sociale, qui, je le vous rappelle, est la bénédiction que nous avons en France, qui nous a permis d'avoir le meilleur système de soins au monde jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à ce que des gros droitards mettent leurs sales pattes dedans pour essayer de le démanteler. Ce qui fonctionne, hein, et qui permet à tout à chacun ici en France de pouvoir à peu près se soigner avec tout un tas de problèmes d'accès aux soins parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je rappelle que nous ne sommes pas assez de médecins, pas à cause des étrangers, pas à cause des gens qui se font recoller des oreilles, mais à cause de la frange la plus réactionnaire des médecins de droite qui, dans les années 70, ont demandé à mettre en place un numerus clausus, suivi par tout un tas de politiques qui étaient très contents dans leur petit tableur Excel de se dire ouais, on va faire des économies, comme ça va coûter moins cher, etc. Et qui ont choisi de ne pas former assez de médecins pendant les années 80 et 90, ce qui fait qu'on a un énorme trou de formation qui arrive actuellement à son point de rupture. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on va être au point de rupture. Il y a des articles des Échos de 94 qui disent qu'on va manquer de médecins dans les années 2020. On y est. En plus, parallèlement, la population a énormément vieilli. Et donc, on se retrouve dans une situation catastrophique en termes d'accès aux soins. En plus, je vous rappelle qu'ils ont augmenté les franchises médicales. C'est-à-dire que tout le monde paye une petite part sur sa boîte de médoc prescrite par un médecin, donc nécessaire, une petite part sur sa consultation, etc. Ils ont augmenté les franchises médicales. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit que comme les Français, ces gros nantis, pouvaient se payer des forfaits de téléphone, ils pouvaient quand même faire un effort et se payer sa boîte de médoc. On est dans cette ambiance-là. Et là, ils vont attaquer, comme je le disais, les affections longue durée, c'est-à-dire les gens qui ont du diabète, les gens qui ont des épilepsies, les gens qui ont fait des infarctus, les gens qui ont des maladies auto-immunes, les gens qui ont des pathologies psychiatriques graves et de longue durée, etc. Tout ça, leurs soins sont pris en charge à 100% par la Sécu. Et ben ça les fait trop chier, en fait. Et donc là, ils vont attaquer tous ces trucs-là. Ils vont attaquer les arrêts de travail, alors qu'on sait, moi je le vois tous les jours, que en fait, la majorité des gens devraient s'arrêter et ne le font pas. Ils ne le font pas pour 3 types de raisons. Ils ne le font pas parce qu'ils ont honte de s'arrêter. Ils ne le font pas parce qu'ils ont des jours de carence et qu'en fait, avoir des jours de carence quand on a un salaire à 1200, 1300, 1400 balles et qu'on a des factures d'électricité qui ont augmenté de plusieurs centaines d'euros qui tombent, ben, c'est pas possible. Et ils le font aussi pour pas laisser leurs collègues dans la merde. Parce que tout le monde bosse dans des collectifs de travail qui sont dans des états catastrophiques. Moi, je le vois particulièrement chez les soignants, mais en fait, je le vois chez tout le monde. Les employés de la grande distribution, les gens qui bossent à l'usine, etc. Ils savent que s'ils sont pas là, c'est leurs collègues qui vont prendre, c'est leurs collègues qui vont devoir charbonner encore plus, alors que leurs collègues sont tout aussi épuisés qu'eux. Bref, ils vont s'attaquer à tout ça. C'est ce qu'ils ont prévu. Et donc là, ils vous mettent la ME sous le nez, là, pour qu'en fait, vous soyez aux ordres. Et donc, je vous propose qu'on écoute un petit peu ce que Cyril Hanouna dit de la sécurité sociale, hein, cet immense bourgeois. Ce que dit Nicolas. On a entendu Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, excusez-moi. À 1 minute, tu chances. Ouais. Qu'au début. Donc là, il est en train de dire, parce que c'est marrant, parce que il trouve que les macronistes, bah, ils vont pas assez loin quand on parle de questions d'immigration, d'autoritarisme, de trucs comme ça. Mais là, il est en train de sucer Sylvain Maillard, qui est un gros macroniste. Pourquoi? Parce que Sylvain Maillard, bah, il pense comme lui au niveau économique, tu vois. Donc bref, qu'est-ce qu'il nous raconte? Des aides, je suis désolé. À un moment, c'est un robinet qui coule à tout. C'est comme si vous aviez un robinet d'argent qui coulait toute la journée. Et bah, non mais si, c'est impossible. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas se la poser, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, le plus gros problème aujourd'hui en France, on le dit, c'est le problème de la sécurité sociale. Les mecs, aujourd'hui, je le dis, bah oui. Mais ce qui est bien, c'est que il allie ses convictions avec ce qu'il fait, parce que ce mec, quand même, n'a pas payé ses cotisations sociales sur son bateau à Guernsey.
C'était Oh dans bah tiens. Complément d'enquête sur France 2 en novembre 2023, qui a révélé que Cyril Hanouna refusait de rémunérer l'équipage avec un contrat français afin d'éviter de payer des cotisations sociales et se facturer à lui-même la location de son yacht à partir d'une société basée à Guernsey. Donc en fait, le gars, il achète un yacht dans une société à lui à Guernsey pour se louer le yacht avec des contrats non français pour ne pas payer de cotisations sociales françaises. Et c'est ce genre de mec qui après fait jouer aux néofascistes patriotes pro-français toute la journée alors que lui-même refuse d'avoir une société en France pour ne pas payer les cotisations sociales pour faire vivre nos hôpitaux, quoi. Mais il nous explique que le problème des hôpitaux quand même c'est qu'il y ait 3 migrants qui aillent se faire soigner leur cancer parce qu'ils ont pas consulté avant parce qu'ils avaient peur de prendre une OQTF en consultant, quoi. En gros c'est un peu ça le bail, quoi. C'est ça. Et donc, c'est précis, hein, quand ces mecs disent ce genre de truc, encore une fois, rappelez-vous, hein, il y a un truc il y a un truc qui leur arrache la gueule, c'est que en 45, sortie de la Seconde Guerre mondiale, etc., ministre du Travail, Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, je crois, seul ministre du Travail dans l'histoire de la 4e et de la 5e République qui a travaillé au sens d'un travail Seul prolétaire ministre du classique. Travail qui a travaillé, c'est classe. Ben oui, non, mais c'est une Oui, bah, c'est réalité, vrai. hein. Ambroise Croizat, le mec, à 14 ans, il était ouvrier à l'usine, etc. Ministre du Travail communiste. Avec les sections CGT, etc. de l'époque, les mecs, la France est par terre. On sort de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin à tout le monde pour comprendre à quel point la France était par terre. Par contre, ça faisait un peu museau côté grande bourgeoisie, etc. Bon, déjà parce qu'ils avaient collaboré comme des gros cochons, mais en plus parce qu'en face, il y avait un petit contre-pouvoir au capitalisme à l'époque, hein, quand même. Et donc, ce ministre du Travail communiste avec juste pour faire un peu le truc, quand même, en face, déjà, il y avait l'URSS qui était un peu florissante, et puis même le Parti communiste français, jusqu'à un certain moment, ils ont encore des armes, ils viennent de résister, ils ont un réseau de résistance armée dans le pays. Il y a quelques années plus tard, il y a 1 million d'adhérents au PCF et 5 millions à la CGT. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il y a je sais pas à l'époque combien il y a de personnes, il y a peut-être 40 millions de Français, tu vois. Donc 5 millions de personnes à la CGT et quand il y a 40 millions de Français, je peux te dire que le rapport de force, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, quoi. c'est clair. Et du coup, on monte les caisses de sécurité sociale. Alors, il y a un film qui en parle, si vous voulez, qui est assez accessible, qui s'appelle La Sociale, justement, là tout de suite, Gilles Perret, Gilles ouais, c'est Perret, ça, ouais. le réal, ouais. Bon, qui est dans d'autres bails là actuellement. Bon, bref. On va pas en parler maintenant. Il y a aussi, moi, je vous conseille vraiment le livre La bataille de la Sécu de Nicolas da Silva qui vous raconte cette histoire et comment en fait la sécurité sociale ça a été de tout temps une histoire de lutte en fait, de lutte pour qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qui capte l'argent. Et là, l'idée, c'était vraiment de se dire, on va mettre de l'argent en commun de manière obligatoire, parce que si vous laissez le choix aux riches de mettre leur argent en commun avec les pauvres, spoiler, ils vont le garder pour eux, en fait. C'est comme ça que ça se passe, hein. Et cet argent que le patronat, etc., amasse, ils l'ont pas amassé parce qu'ils ont mieux travaillé que les autres, d'accord. Ils l'ont amassé parce que c'est eux qui détiennent les moyens de production et que du coup, ça leur permet de tirer de la thune du travail des gens pour pouvoir se gaver. Et donc, on a décidé qu'on allait les forcer à payer des cotisations patronales, des cotisations salariales. Alors, spoiler, hein, tout cet argent est produit par les gens qui travaillent, hein. Le mec qui détient la boîte et qui ne branle rien ne produit pas l'argent, hein, qu'on soit très clair. Tout ça, c'est les travailleurs qui le produisent. Et donc, on met cet argent en commun et ça nous permet de payer les soins. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour l'accès aux soins en France, vraiment. Et ça nous a permis, encore une fois, je suis désolée, je le répète, mais il faut qu'on se rappelle de ça parce que ces mecs sont en train de nous voler une des choses les plus incroyables qu'on ait réussi à faire et qui a été un modèle pour plein de gens. Enfin, quand vous voyez les athlètes états-uniens qui vont au JO à Paris et qui font putain, mais en fait, on peut se faire rembourser les soins. Genre, on est malade et on nous soigne. Ouais, c'est comme ça que ça marche, en fait. On a décidé de mettre tous notre argent en commun pour faire ça. Et on a sorti une partie de la santé du marché en faisant ça. Et on a montré que ça marchait très bien. Et ça, en fait, les gars ne le supportent pas. Pour eux, c'est vraiment le bastion de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire trouver un moyen de récupérer l'argent là où il est produit pour aller le mettre là où on en a besoin. Ces mecs ne supportent pas ça. Ils vont vouloir attaquer la sécurité sociale fort dans les prochaines années. Et si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est que j'espère que ça stimule un peu chez des gens l'envie de se battre et l'envie de se battre fort sur ces trucs-là, parce que là, c'est un enjeu majeur pour nos vies à tous. Là, on parle de la vie et de la mort des gens. La santé, c'est un sujet. C'est pour ça que c'est un poste de dépense aussi important.
C'est central. Et ce qu'il faut vraiment savoir dans cette histoire, c'est que donc je vous avais raconté juste avant qu'il y avait une part sécurité sociale et une part complémentaire santé. La part complémentaire santé, une grosse partie fonctionne sur le modèle des assurances privées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte plus cher. Quand vous cotisez 100 euros à la sécurité sociale, il y en a 3 à 4 qui vont dans les frais de fonctionnement. Bah, payer les gens qui bossent à la sécu, machin, le matos, je sais pas, le PC de la meuf qui enregistre votre arrêt de travail, etc. Tout ça. 3 à 4. Quand vous payez 100 balles de cotisation à votre complémentaire AXA, il y a 21 euros qui partent dans les frais de gestion. Parce qu'il faut rémunérer des actionnaires, parce qu'il faut rémunérer des PDG hors de prix, parce qu'il faut rémunérer des marketeurs, etc., qui vont essayer d'aller négocier le contrat plus que l'autre. Parce que, spoiler, la concurrence, ça coûte plus cher. Parce qu'il y a des frais liés à la concurrence. Il faut payer des gens pour aller faire de la concurrence, etc., etc. Le privé, ça coûte plus cher. Et la sécurité sociale, c'est la démonstration que le privé, ça coûte plus cher. Ce n'est pas plus efficace. Et donc, il y a un rapport du Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie qui a étudié plusieurs scénarios sur comment on fait pour la suite. Et un des scénarios étudiés, c'est on vire toutes les complémentaires santé et l'argent cotisé des complémentaires, on le passe à la sécurité sociale. On estime qu'on va économiser entre 5,6 milliards par an. Ça, c'est juste en virant les complémentaires, en faisant 100% sécurité. Juste en faisant ça. Et on pourrait même économiser encore plus d'argent, entre 7 et 8 milliards, en passant au 100% sécu, avec certains calculs qui ont été faits par des économistes. Tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'ils veulent casser ça. C'est la démonstration du fait que le privé, ça coûte plus cher et que mettre l'argent en commun, ça fonctionne. Sortir des pans entiers de l'économie, notamment ce qui nous est absolument nécessaire, se soigner, s'éduquer, se faire justice, etc., etc. Et on pourrait mettre dedans l'alimentation, on pourrait mettre dedans l'énergie, on pourrait mettre dedans le logement, on pourrait mettre dedans toutes les choses dont tout le monde a besoin pour pouvoir survivre en bonnes conditions, de manière acceptable pour soi-même, pour ses proches, pour ses enfants, etc. Ils détestent ça. Et c'est ça qu'ils veulent tuer, c'est ça qu'ils veulent flinguer. Et vraiment, mais quand on voit, on va vous montrer juste après là, la droite, les macronistes, l'extrême droite, la gauche de droite, bref, tous ces mecs-là, main dans la main, pour flinguer ce système, il faut se rappeler que quand tu vois tous les petits droitards là, qui sont à fond, les petits fachos là, qui sont à fond sur l'aide médicale d'État, ce sont de bons petits chiens des bourgeois. C'est exactement ce que la bourgeoisie a envie que vous fassiez. Ils ont envie que vous regardiez l'assiette vide de votre voisin. C'est ça la réalité. Et vous, vous êtes là, vous servez la soupe. Regardez, vous servez la soupe à des gars comme Hanouna. Il est là, c'est la voix de son maître, milliardaire d'extrême droite, qui veut niquer la sécurité sociale parce qu'il supporte pas qu'une partie de sa grosse fortune parte pour aller... grosse fortune qu'il a volée, encore une fois. Il n'a pas travaillé pour l'avoir. Il vole le travail des gens pour l'avoir. Passe pour Qu'il aller a volé en plus en payer des Afrique. soins. Oui, et qu'il a Qu'il volé a volé sur le parce que c'est pareil. colonialisme, sur la France-Afrique. Mais bien sûr. Mais bien Parce qu'en plus, sûr. tu sais, c'est les mêmes mecs qui ont un pays détruit, qui ont bossé à partir de leurs 5 ans et qui viennent en France. C'est ces mecs-là qu'on fait la fortune de Bolloré. Hein. Et le mec, ils ont dû déménager parce que Bolloré a fait déforester un truc chez eux. Et quand ils arrivent en France, les gars sont pointés du doigt, quoi, en gros. Mais bien sûr. Et puis, tu vois, on parle d'immigration, etc., machin. Jamais les droitards ne posent la question de ce qui crée aussi l'immigration. Les gens sont il y a un truc qui s'appelle l'impérialisme, en fait. Il y a une partie du niveau de vie de l'Occident n'est pas liée au fait qu'il y ait un espèce de génie naturel et génétique, etc. C'est des organisations de captation d'argent, en fait, qui ont été faites de captation de ressources, etc. Enfin, je pense que tout le monde a entendu parler de la guerre au Congo et des enjeux capitalistes qu'il y a derrière, du nombre de matières premières que renferme le sol congolais, qui fait que beaucoup de puissances ont des intérêts à entretenir et à créer les conditions de cette guerre atroce, hein, avec des dizaines de millions de morts sur les dernières années. Bref, il faut vraiment se rappeler que quand on vous sert ce discours-là, c'est pour vous soumettre. On veut vous soumettre et tous les petits fachos là qui pensent être des mecs malins, vous êtes des petits chiens de garde du capitalisme. C'est ça la réalité. Vous êtes des petits chiens de garde de la bourgeoisie de ce pays et vous préférez vos petits affects racistes de merde plutôt que lutter pour des trucs qui sont vraiment importants pour tout le monde, pour les gens et notamment pour la santé de tout à chacun, y compris la santé des bons Français que vous faites semblant de vouloir défendre alors qu'en fait vous en avez rien à battre. Est-ce que tu peux
mettre le petit Oui. truc de Marion Maréchal, là. Vas-y, parce que elle, là, Allez, let's go Marion elle, là. Maréchal. Alors, Marion Maréchal, je le mets quand? Parce que c'est 4 minutes 40. Elle dit: «Cette France Ouais, oubliée des campagnes qui s'excuserait presque d'exister, n'ose même pas demander de l'aide par peur de déranger. Quel contraste avec celle des revendications, des complaintes et des victimisations permanentes des banlieues». en fait, alors, si vous voulez aller voir l'extrait, on pourra vous le mettre en description. Là, elle Ce part tweet? d'un reportage, ouais, on part d'un reportage, qui moi me parle beaucoup parce qu'en fait, ça parle de mon métier. Moi, je rappelle, je suis médecin de campagne et là, ça suit un jeune médecin, qui va en visite à domicile, dans le reportage, ça montre 2 personnes. Ce vieux monsieur-là que vous voyez à l'image, qui est un monsieur qui semble, voilà, qui vit, seul, dans un logement qui est dans un état, assez catastrophique, qui est visiblement très seul. On apprend au cours de la discussion qu'il a eu des gros problèmes cardiaques et cetera. Il a du mal à bien comprendre les choses, à bien communiquer avec son médecin et ce jeune médecin, bah, il fait comme il peut pour essayer de le soigner. Il y a aussi une vieille dame, il arrive sur une urgence, la vieille dame, elle a du mal à respirer, elle a une grosse jambe. Bon, ça va pas vous parler, mais ça peut être des choses, qui sont extrêmement graves et lui, il est là, il est à domicile, il essaye de gérer et cetera. Ça, c'est mon quotidien. Moi, je travaille, en zone rurale et il y a beaucoup, beaucoup de patients âgés. On est le seul cabinet, on a la chance d'être un cabinet, on est relativement nombreuses, on est 5 médecins, peut-être 6 un jour. Mais on est le seul cabinet à 15-20 kilomètres à la ronde et il y a rien autour. On manque de spécialistes, on manque de kinés, on manque de tout. Et on fait beaucoup de visites à domicile parce qu'on a beaucoup de patients âgés qui ne peuvent pas se déplacer et ça, gérer de l'urgence à la maison, on le fait tout le temps. Et elle, regardez bien sa rhétorique. Elle est là, elle complaint la situation, mais sans poser la question des raisons pour lesquelles ces gens sont dans ces situations. Comment ça se fait que nos aînés sont isolés comme ça? Comment ça se fait qu'il y a des vieux monsieur aussi malades, où on n'a pas les moyens d'avoir suffisamment, d'aide à domicile et cetera, d'équipes mobiles pour pouvoir s'occuper de lui, pour qu'il vive dans de bonnes conditions? Comment ça se fait, Marion Maréchal Le Pen? Comment ça se fait? Et elle, au lieu de trouver des solutions, de proposer des solutions, à la situation de ce vieux monsieur, si terrible et moi vraiment ça me touche, de voir ça, et c'est encore une fois, c'est mes patients là que je vois, c'est mon quotidien de médecin de campagne. Elle utilise ça pour dire: «Eh beh, par rapport à la banlieue, ils se victimisent» et cetera. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune solution à proposer. Elle s'en bat les couilles. C'est ça la réalité. Elle veut juste utiliser ça pour aller taper de nouveau sur les pauvres qu'elle aime pas. Elle va plaindre les pauvres qu'elle aime bien sans jamais, leur trouver des solutions à leur pauvreté, hein, bien sûr. Et ensuite, elle va aller taper sur les pauvres qu'elle aime pas et bien sûr, c'est sur un critère racial que ça se fait. Alors elle le dit pas clairement, elle parle des banlieues, mais on sait très bien ce qu'ils veulent dire quand ils parlent des banlieues. Ils parlent du prolétariat, racisé, c'est ça dont ils parlent. Et En donc plus, moi je trouve, i attends, juste il y a quelque chose qui me choque là-dedans, c'est que pour moi, il y a vraiment un rapport justement entre les banlieues et les campagnes, dans cet isolement, dans le fait que c'est des gens, tu sais, qui vont pas forcément aller consulter rapidement parce que bah, il y a tout un tas de trucs qui font. Déjà, il y a le fait qu'ils n'ont pas forcément accès aux soins. Il y a aussi un certain rapport à la masculinité qui est à la fois le cas dans les banlieues et à la fois le cas à la campagne, où c'est le vieil agriculteur qui, tant qu'il peut encore marcher, il dit que c'est pas grave et tout, ou t'as pareil avec des gens en banlieue et tout. Enfin, moi, je trouve justement qu'au contraire, bah, ça se ressemble et qu'on pourrait enfin, rapprocher les banlieues et les campagnes à ce niveau-là, quoi. carrément, carrément, notamment en termes d'accès aux services publics et cetera. Enfin, c'est des Bien sûr. situations qui sont assez similaires, en fait. Et le en fait, le fond du truc, c'est le même. C'est la captation de l'argent par une petite partie, qui du coup ne se redistribue pas aux gens qui ont produit cet argent. Ce vieux monsieur en fait partie, cette vieille dame en fait partie. Et c'est juste immonde, en fait, de venir parler des gens des campagnes. En plus, il y a une espèce de fétichisation de la campagne, où ils se mettent à parler de nous, sans en parler réellement. Parce qu'en fait, moi, mon quotidien, c'est aussi et ça, Marion Maréchal Le Pen, elle s'en bat les couilles. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, je suis dans une campagne, je fais partie des gens qui sont dans des campagnes pauvres. Il y a très peu d'emplois. Le peu d'emplois qu'il y a, c'est beaucoup d'emplois dans l'industrie agroalimentaire, le soin à la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. C'est des métiers avec des horaires à la con, avec beaucoup de manipulation, de charges, et cetera. Les abattoirs, hein, particulièrement, les mecs qui sont au désossage. Moi, il faut voir, j'ai des mecs qui sont pétés, j'ai des mecs qui ont des tendons de coude et des tendons d'épaule pétés à 25 ans. C'est des gars qui ne récupéreront jamais totalement. C'est des mecs qui sont arrêtés pendant 18 mois, avec toutes les conséquences que ça a sur leur vie. Imaginez, vous êtes un jeune gars, vous avez commencé à bosser à 18 ans.
vous avez trouvé un boulot dans un abattoir et en fait, vous êtes payé à la tâche. Donc si vous avoinez vraiment beaucoup, si vous y allez fort, vous pouvez faire des salaires que vous auriez jamais pu imaginer, des 1 800-2 000 € et puis, bah, vous avez votre compagne, à 22 ans, vous avez votre premier enfant parce que dans les classes populaires, en général, on a des enfants plus tôt, que dans les classes plus diplômées. Hem Ça peut être donc des mecs qui bossent à l'abattoir, mais ça peut être des mecs qui bossent sur des chantiers, des maçons, des couvreurs, et cetera. Vous bossez comme un dingue parce que, bah, votre meuf vient d'avoir un gamin, vous avez envie pour plein de raisons, de pourvoir à votre famille et aussi il y a une espèce d'enjeu sur le dos des mecs de devoir faire ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup ça, qui se mettent une pression de ouf. Vous voulez acheter votre maison et ça se comprend, tu as envie d'être dans ton petit chez toi et tout. Donc les mecs, ils bossent toute la semaine comme des dingues. Le week-end, ils retapent leur baraque parce que, bah, ils ont quand même pas des salaires qui leur permettent d'acheter une maison qui est toute bien finie, et cetera et c'est moins cher de retaper soi-même. Donc ils bossent avec leur corps 50 heures semaine et ils se retrouvent complètement niqués à 25 ans ou 30 ans, mais vraiment, hein. Et c'est des histoires de vie terribles. Et c'est des mecs, imaginez ce que c'est pour ces gens-là, de se retrouver en arrêt de travail pour des épaules. Parfois, ils sont arrêtés 12, 18 mois, ils savent pas s'ils vont pouvoir reprendre. Il y a en plus toute la honte de rester à la maison, de voir ta femme partir travailler. Tu parlais des enjeux de la masculinité et tout, mais faut voir ce que c'est que la vie de ces gens-là, sincèrement. Et toutes les conséquences qu'ont à la fois la violence économique, la violence du travail, mais aussi comment dire, les représentations, les attendus de la société patriarcale. Et alors, la condition des femmes de ces classes-là est tout autant catastrophique, hein. Enfin, je suis pas, voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas un concours là, hein. C'est pour expliquer comment tout un système se fait ça. Et Marion Maréchal Le Pen, vous croyez que ces mecs-là, la retraite à 60 ans, à 67 ans, c'est possible? Parce que c'était ça, hein, le programme de Reconquête, hein, retraite à 67 ans. Ils veulent baisser les cotisations sociales, les cotisations qui permettent de financer la sécurité sociale. Comment on paye les chirurgies? Comment on paye la caisse d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui va à peu près essayer de faire survivre ces gens-là? Et ces personnes, pour ceux qui sont vraiment pétés, qui pourront plus bosser, ils se retrouvent en invalidité avec des pensions d'invalidité ridicules. On parle de gars qui ont des douleurs chroniques toute leur vie, qui ne peuvent plus lever le bras de toute leur vie. C'est ça qui se passe. Marion Maréchal Le Pen s'en bat les couilles. Elle n'a pas le droit de venir prendre. Enfin, franchement, moi, je trouve ça tellement indécent, en fait. C'est indécent de venir tenir ce discours-là, se permettre de faire son beurre raciste sur le malheur des gens, alors qu'on fait partie de ceux qui proposent des solutions politiques qui vont aggraver brutalement les conditions de vie de toutes ces personnes qui sont déjà catastrophiques, quoi. C'est juste, Puis il y a un c'est côté, je juste trouve, où hallucinant. et c'est souvent le cas à droite, où ils fantasment un peu des campagnes qu'ils ne connaissent pas, dans lesquelles ils vivent pas. À la limite, peut-être qu'elle est en vacances dans le château de la famille ou je sais pas trop quoi, qui se trouve peut-être dans une campagne, tu vois. Mais ça fait pas d'elle quelqu'un qui connaît vraiment la vie des gens pauvres en campagne, quoi. Et tu as Mais bien sûr. souvent ce discours-là à droite. Et enfin, moi, je m'en amuse souvent parce que je vois que c'est ridicule pour avoir un peu vécu en campagne. Et encore aujourd'hui, maintenant, ça fait longtemps que je vis dans une ville moyenne, on va dire. Et où je reviens du coup dans ma famille des fois qui est plus en campagne, quoi. Mais déjà, moi, je vais pas faire genre que je suis un du fin fond, un agriculteur du fin fond de je sais pas où, tu vois. Mais eux, ils te disent limite ça, alors que c'est des gens qui, au final, sont des espèces de presque d'individus mondialisés. Je veux dire, Marion Mmh. Maréchal Le Pen, c'est quelqu'un qui a un niveau de vie qu'on n'imagine pas, je pense, tu vois, qui vit Mais elle a soit dans grandi des dans un grandes métropoles, château, soit maintenant qui va au Parlement européen et tout, pour qui c'est voilà, c'est normal. Tu prends un gars comme Rochdy, je veux dire, Rochdy, c'est un type qui a vécu. C'était où? C'était, je sais plus, c'était au Danemark ou en Autriche ou je sais pas où, tu vois? Enfin, qui fait ça, tu vois? Il y a très, très peu de c'est gens ça. en France qui se disent du jour au lendemain: «Vas-y, je vais habiter dans un autre pays d'Europe et tout», tu sais? C'est vraiment hyper flexible et à la limite, moi, je le souhaite à tout le monde, tu vois, de pouvoir faire ça. C'est très bien de pouvoir être flexible, tu vois? Mais va pas nous dire qu'en fait, tu es un espèce de gars de la campagne qui comprend la campagne profonde de personnes qui sont obligées d'être dans un endroit parce qu'en fait, ils vivent là parce que c'est les endroits les moins chers aussi, tu vois. Ils vivent pas là parce que ils peuvent vivre là parce qu'ils aiment bien, tu vois, mais ils vivent là aussi parce que c'est sûr que si tu veux retaper ta maison, tu vas acheter pour, je sais pas, 60 000 balles une baraque au fin fond d'une campagne un peu où tu dois tout refaire toi-même, alors que tu pourras jamais faire ça en ville, tu vois. Enfin, Bien il y a sûr. vraiment ce truc que je trouve horrible où c'est vrai qu'ils reprennent l'aspect campagne française juste parce que c'est des blancs et juste par espèce de délire un peu raciste, alors qu'ils y vivent pas, ils s'en branlent.
ils ont même pas connaissance réelle de là-bas, ils vont juste y passer serrer des mains pour prendre des photos, tu sais, un peu comme, c'est un peu l'équivalent des gauchistes qui vont, dans le tiers-monde, tu sais, faire genre qu'ils ont sauvé un pays d'Afrique et tout parce qu'ils ont passé, une semaine là-bas, pour amener de l'eau à des gamins africains. Ce qui est bien en tout cas, il y a pas de souci, tu vois? Mais Oui, c'est un peu le faux truc humaniste, en mode, ouais, «We are the world» et puis, après je rentre dans mon pays oui, impérialiste et puis je fais ce que je veux, tu vois? Bah, eux, c'est pareil, ils je vont me aller suis fait en serrer, photo beaucoup. 3 mains à des agriculteurs, dans une campagne et puis après ils font genre qu'ils connaissent et puis, que le problème c'est les Arabes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la fétichisation en fait, encore une fois. C'est de la fétichisation et c'est scandaleux quoi, c'est vraiment scandaleux. Bon bref, voilà. Je sais pas, moi c'est bon, j'ai craché mon venin sur les droitards. Tu craché ta haine? Bah, on peut finir Ouais, cette un peu, capsule là-dessus? parce que c'est insupportable. Voilà et ben, sur ce, on vous remercie, avec Zoé. Je vous invite à vous abonner au Twitter de Docteur Zoé, donc Zoé-. Vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale et n'hésitez pas aussi à faire un don sur le Tipeee et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde et battez-vous fort, hein, ça c'est des sujets sur lesquels faut pas lâcher, putain, c'est trop important, il va falloir se battre fort. Allez. Est-ce que tu veux qu'on fasse une autre, capsule ou pas, Zoé? Let's go, tu voulais faire. Ouais, on va faire un nouveau concept. On va faire un nouveau concept.